Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur i24 News pour votre émission Les Décrypteurs, tous les jours à 18h, heure locale, heure israélienne, une heure pendant laquelle nous allons analyser et décrypter l'information de ce mardi 21 juillet. Mais avant que l'on parle de ce qui se passe dans le monde et en Israël, j'avais envie de vous parler de Rimon Bouchtav-Kirsch. Elle est israélienne, elle a été kidnappée par les terroristes du Hamas le 7 octobre alors qu'elle était chez elle avec Yagev, son mari, dans leur maison dans le kibbutz Magen. Et vous vous souvenez sûrement d'elle parce qu'elle a été libérée par les terroristes du Hamas et au moment de sa libération, lorsqu'elle rejoignait la voiture de la Croix-Rouge, avant de passer aux mains de Tzahal, eh bien, elle avait affronté les hommes du Hamas, elle les avait regagnés de manière très insistante et elle leur avait parlé. Et c'est pour ça que je vous parle de Rimon aujourd'hui, parce que près de 3 ans après le 7 octobre et après sa libération, eh bien, Rimon a décidé de parler et de raconter ce qui lui est arrivé et ce qu'elle a dit notamment aux terroristes du Hamas au moment de sa libération. Rimon qui assure qu'elle n'avait plus peur de rien et bien, elle a tout simplement insulté en arabe ces geôliers, notamment un qu'elle a reconnu malgré le fait qu'il était masqué. Elle lui a dit cette phrase: « Chaque chien finit par recevoir ce qu'il mérite » et elle assure avoir simplement tenu le discours qu'il méritait comme l'ordure qu'il est. Rimon a maintenant 39 ans, elle est donc maintenant libre, mais Yagev a lui été tué, son mari en captivité dans la bande de Gaza. Difficile de se reconstruire, de vivre normalement après avoir vécu tant de drames, et Rimon le dit elle-même: « Je n'ai toujours pas souri comme avant Gaza et je ne sourirai probablement plus jamais de la même façon. » Et voici les titres que nous allons évoquer ce soir. Nouvelle frappe américaine en Iran pour la 10e nuit consécutive. L'Iran qui a riposté en visant des cibles américaines dans la région. Téhéran qui, dans le même temps, souhaiterait revenir à la table des négociations. Et l'armée libanaise a commencé à se déployer, vous le voyez, dans le sud du Liban, un mouvement qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme pilote conclu entre Jérusalem et Beyrouth avec le soutien des États-Unis. Tzahal qui a commencé à se retirer de certaines zones. Le président libanais Joseph Aoun est attendu en ce moment même à Washington où il sera reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche. Et en Italie, un formulaire a été mis en ligne sur les réseaux sociaux et des groupes de messagerie qui fait polémique. Et pourquoi ? Parce que vous le voyez, le but de ce formulaire, c'est de signaler la présence de juifs, d'israéliens ou de personnes supposées liées aux sionistes, je cite, dans des hôtels, des locations de vacances, des commerces et autres établissements en Italie. Les représentants de la communauté juive locale dénoncent une dérive rappelant les persécutions fascistes. Et j'accueille sur ce plateau nos décrypteurs du jour. On commence par les femmes, évidemment. Myri Maman, rédactrice en chef, journaliste, également chez i24 News. Avraham Azoulay, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de AZ Vacances et AZ Prod. Et également, il y a Dov Maimon, directeur de recherche au Jewish People Policy Institute. Merci d'être avec nous pour ce numéro des décrypteurs. Je vous le disais, 10e nuit consécutive de frappe américaine en Iran. Des cibles iraniennes ont donc été visées, notamment dans les montagnes de la région de Shiraz. C'est dans le sud du pays, ainsi que contre des bases des gardiens de la Révolution, cette fois dans la région d'Ormuz. Quant aux Iraniens, eh bien, ils ont une nouvelle fois riposté en visant cette fois des cibles américaines dans les pays du Golfe. L'alerte a notamment retenti encore cet après-midi à Bahreïn, en Jordanie, et au Qatar. Les précisions de Déborah Benayoun. Zarqa, dans le nord de la Jordanie, cet après-midi. L'alerte retentit une nouvelle fois. L'armée a indiqué que 5 drones et 3 missiles avaient visé le territoire jordanien. Tous auraient été abattus. Outre la Jordanie, plusieurs autres pays du Golfe ont fait face à des attaques iraniennes. Bahreïn, le Qatar ou encore le Koweït. Selon le ministère koweïtien de l'électricité, plusieurs centrales électriques et installations de dessalement ont été visées. Des tirs qui font suite à une 10e nuit consécutive de frappes américaines en Iran. Des attaques ont été signalées dans les montagnes de la région de Shiraz, dans le sud du pays, ainsi que contre des bases des gardiens de la Révolution dans la région d'Ormuz. Les forces américaines ont ciblé des centres de commandement militaire iraniens, des capacités navales, des sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que des systèmes de défense aérienne, afin de réduire la capacité de l'Iran à continuer d'attaquer les navires commerciaux traversant le détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, i24 News a appris que Téhéran avait proposé une trêve de 10 jours avec Washington. Objectif, trouver une solution concernant la navigation dans le détroit d'Ormuz, devenu l'un des principaux points de blocage entre les États-Unis et l'Iran. Plusieurs hauts responsables qataris, égyptiens, omanais et pakistanais participent aux efforts de médiation.
Ils ont transmis la proposition iranienne aux États-Unis et y ont ajouté plusieurs éléments au cours de leurs échanges avec Washington et Téhéran. Parmi les pistes étudiées figure la création d'une voie centrale dans le détroit d'Ormuz, située entre la zone contrôlée par Oman et celle contrôlée par l'Iran. Ce corridor permettrait aux navires de circuler dans la région en réduisant les risques d'incidents ou de blocage. Côté américain, on estime la proposition de 10 jours insuffisante. Washington souhaiterait un cessez-le-feu plus long et exigerait qu'un accord, même partiel, soit conclu sur la navigation dans le détroit avant l'entrée en vigueur de la trêve. Selon un responsable américain, Donald Trump serait toujours concentré sur la volonté de faire payer à l'Iran la mort de soldats américains. Donald Trump qui promet de poursuivre ses frappes en Iran. On va prendre la direction de Washington où nous attend notre correspondante Laurence Haïm. Laurence, bonjour. Le président qui envisagerait même d'étendre ses opérations militaires contre le régime des Mollahs. Oui, absolument, c'est Axios qui le révèle. Alors, le président Trump n'a pas encore décidé. 2 options, paraît-il, sont sur sa table. Premièrement, une opération militaire importante avec l'aide israélienne, c'est ce que nos confrères d'Axios révèlent. Et deuxièmement, il vient forcer, encore et toujours, après des bombardements intensifs qui se sont poursuivis encore la nuit dernière, forcer les Iraniens à revenir dans les 10 jours à la table des négociations. Et pour le moment, le président Donald Trump, eh bien, n'a pas décidé quelle option privilégier. Ce sont les informations qu'on a apprises ce matin. Alors bien évidemment, on essaye de vérifier. Il y a une ambiance très sensible ici à la Maison-Blanche avec beaucoup de sécurité, car comme vous le savez, le dirigeant libanais, le président Aoun, doit arriver d'une minute à l'autre ici devant l'entrée du bureau ovale. Au menu des discussions des 2 présidents, eh bien, les relations avec le Hezbollah, car les Américains veulent absolument que les Libanais aident les Américains à démanteler le Hezbollah. Merci beaucoup Laurence. Et dans ce contexte, le département d'État américain renouvelle son alerte mondiale aux voyageurs en raison de l'escalade des tensions. Washington qui appelle ses ressortissants présents dans la région à faire preuve d'une vigilance renforcée et à se préparer à d'éventuelles annulations de vols ou perturbations des transports. Les États-Unis qui recommandent aussi de reconsidérer tout déplacement ici au Moyen-Orient, avertissant, vous le voyez, que l'Iran et les groupes qui le soutiennent pourraient viser des intérêts américains ainsi que des lieux associés aux États-Unis ou à leurs ressortissants à travers le monde. Messieurs, on va commencer avec Avraham, avec vous. Jusqu'où les États-Unis vont aller dans leur frappe en Iran, selon vous ? Avec Donald Trump, on peut s'attendre à tout. On ne sait jamais. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à Israël, c'est, je dirais, tant mieux qu'on soit sur le côté et que Trump tape sur les ayatollahs sur les pays du Golfe. Je vous coupe parce qu'on va regarder ces images en direct de la Maison-Blanche à Washington, où vous le voyez, le président libanais Joseph Aoun qui est donc accueilli par Donald Trump. Donald Trump qui reçoit donc, il faut savoir que ça fait 20 ans qu'il n'y avait pas eu un chef d'État libanais à la Maison-Blanche. Tout ça intervient donc dans ce contexte avec cet accord qui a donc été conclu entre Israël et Jérusalem. Et ils entrent dans la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, où les 2 homologues vont donc s'entretenir. C'est donc un déplacement qui a commencé dimanche, le 19 juillet, donc de Joseph Aoun. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Les 2 homologues qui sont donc en train de discuter ensemble dans le bureau ovale, dans la Maison-Blanche. C'est aussi un petit peu lié évidemment avec l'Iran. Donc Avraham, on ne sait pas trop sur quel pied danser vis-à-vis de Donald Trump. Mais notre intérêt, c'est que l'Amérique affaiblisse le maximum les ayatollahs. Et le moment venu, j'imagine qu'il nous fera signe, parce que bon, on connaît quand même le job, on a des renseignements, ça aide beaucoup l'Amérique. Mais pour le moment, apparemment, ni l'Iran ni l'Amérique ne veulent qu'Israël se mêle. Bien sûr, on sait pourquoi. Pourquoi, selon vous ? Parce que nous, on va aller jusqu'au bout, on va taper très très fort, alors que les pays du Golfe, eux, ne ripostent même pas. Ils ont peur, en fait, ils sont soumis à la peur par rapport aux ayatollahs. Dov Heyman, est-ce que vous pensez que ça va suffire ? Est-ce que ces frappes, on est à déjà 10 nuits consécutives de frappes américaines en Iran, est-ce que ça va suffire à faire céder le régime des Mollahs et à les faire revenir à la table des négociations ? Encore une fois, donc, les intérêts des différents acteurs ne sont pas les mêmes. L'intérêt de Donald Trump, c'est de faciliter justement cette négociation dont vous parlez. Tout à fait. Et donc, est-ce que ça va céder ? Pour l'instant, ça semble être totalement un piège, puisque la bombe atomique de l'Iran, c'est d'abord le détroit d'Ormuz, et ils peuvent aussi former de l'autre côté de la mer Rouge, donc on pourrait être dans une situation extrêmement grave.
Et puis, pour les États du Golfe, ils ont bien compris que l'Amérique, on ne peut pas trop leur faire confiance. Quant à Israël, évidemment, l'intérêt d'Israël, c'est d'affaiblir, voire de faire tomber le régime des Mollahs. C'est ce qu'a dit le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Et puis, on a surtout beaucoup d'Israéliens qui sont sur les starting blocks, qui ont envie de partir en vacances. Beaucoup de gens qui nous regardent aussi aujourd'hui, qui disent « Mais est-ce qu'on peut partir en Israël ou est-ce qu'on peut quitter Israël ?» Et les gens sont bloqués, ça c'est très très important. Et donc beaucoup de personnes sont sur les starting blocks en se disant est-ce qu'ils vont fermer l'aéroport ou est-ce que tout à coup l'aéroport va pas être fermé? Pour le reste, on va attendre et puis les choses vont se clarifier un tout petit peu plus tard. Pour Israël, évidemment, Israël a envie de rentrer, même si elle dit retenez-moi. Israël, évidemment, a envie de faire tomber le régime des Mollahs, puisque c'est la seule chose qui garantirait à Israël de changer la donne. Voilà, on a vu en plus qu'aujourd'hui, ils ont déplacé des centrifugeuses. Aujourd'hui, vous savez, avec un petit paquet comme ça dans une petite voiture avec 10 kilos d'uranium, 2 centrifugeuses, on peut fabriquer une bombe atomique. Donc on est là dans une situation facile et ça a déjà été déplacé. Donc en fait, on est dans une situation qui devient presque une métastase, qui devient très compliquée. Il y a un risque d'embrasement, Myri, selon vous, dans la région? Il y a toujours un risque. Cette région, elle est sur des charbons ardents depuis toujours. Je voudrais revenir sur une intervention éventuelle israélienne. Il y a 3 hypothèses aujourd'hui sur la table concernant le déroulement des événements. Le premier, c'est que l'Iran attaque Israël et donc forcément, riposte immédiate de la part de l'armée israélienne, de l'aviation israélienne qui est prête dans les starting blocks, comme disait Dov il y a un instant. Ça peut aussi être une erreur du régime des Mollahs. Par exemple, s'ils visent la Jordanie et qu'il y ait un missile qui dérive et qui arrive en Israël et qui frappe, qui fait des victimes ou des dégâts, ça peut être aussi une raison pour Israël de rentrer dans la danse. Il y a évidemment la deuxième hypothèse dont a parlé Abraham, c'est une demande des États-Unis qu'Israël se mêle et s'implique dans ces frappes-là. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas, mais si Donald Trump décide demain d'une guerre totale contre le régime iranien, forcément, il fera appel à son plus proche allié qu'est Israël. Et puis, il y a cette menace une menace imminente du régime des Mollahs contre Israël. Ça peut être soit qu'ils avancent trop vite vers la bombe atomique ou on voit qu'il y a une frappe qui se prépare et donc une frappe préventive israélienne sera à ce moment-là actionnée. Ce sont les 3 hypothèses aujourd'hui, en tout cas pour ce qui pourrait se passer dans les prochains jours si la situation ne se calme pas. Ça veut dire si les belligérants ne retournent pas à la table des négociations. Il faut savoir aussi que selon certaines sources à Jérusalem, pour le moment en tout cas, Benyamin Netanyahou préfère observer de très près, évidemment, la situation, mais ne pas se mêler. Il ne presse pas, il ne met pas la pression à Donald Trump pour intervenir. Pas pour l'instant, c'est important quand même de le souligner. Et les cartes sont aux mains des ayatollahs et de Donald Trump. Pour le moment, en tout cas, jusqu'à ce qu'Israël estime que la menace est trop importante. Israël qui est donc épargné de cette crise. Et vous le disiez justement, Bezalel Smotrich assure Israël n'a aucun intérêt à entrer maintenant en guerre contre le régime des Mollahs. Selon le ministre israélien des Finances, l'objectif à long terme doit rester l'affaiblissement du régime iranien jusqu'à sa chute. Bezalel Smotrich qui juge la confrontation limitée, selon ses mots, entre Washington et Téhéran, de favorable aux intérêts israéliens. Abraham, selon vous, il faut qu'Israël entre dans cette confrontation? Il n'y a pas de « il faut ». Pour le moment, il vaut mieux que ça se passe comme ça entre l'Amérique et les ayatollahs. Mais on peut constater une chose, c'est la force de dissuasion d'Israël. On n'a pas reçu encore un seul missile. Ça veut dire que la capacité et la crédibilité d'Israël par rapport à sa frappe est devenue très importante chez les ayatollahs. Notre réputation est faite. Il ne faut pas toucher à Israël parce qu'Israël riposte fort et fait très mal. La preuve, les ayatollahs ne tapent sûrement pas en Israël. Et maintenant, ce qu'il disait aussi par rapport aux intérêts, l'Amérique, elle, c'est Hormuz et le pétrole et les dollars. Et nous, c'est le régime. Et pour le peuple iranien, Israël est plus un espoir que l'Amérique. D'ailleurs, même pour les peuples, pour les pays du Golfe et environ des ayatollahs, Israël est un partenaire plus sûr aujourd'hui que l'Amérique. L'Amérique, on ne sait pas, comme vous me l'avez demandé, on ne sait pas sur quel pied danser avec Trump. Dov, est-ce que vous pensez justement que le fait que l'Iran, au bout de 10 jours de riposte, c'est vrai que pour l'instant il riposte uniquement sur les pays du Golfe, le fait que le régime des Mollahs n'attaque pas Israël, est-ce que c'est le signe que
ils ne veulent pas de grandes confrontations, ils veulent se retourner vers la table des négociations. Pour l'instant, l'Iran, c'est eux qui tiennent les cartes. C'est eux vraiment, ils peuvent à tout moment refermer le détroit d'Ormuz. Ils peuvent tout à fait. On a bien vu que Donald Trump a très peur. Il faudrait rentrer sur le sol avec des soldats. Il a déjà eu plusieurs morts. Il n'a pas du tout la capacité. Il n'a pas l'opinion publique avec lui. Ils sont dans une situation un peu difficile. Faire entrer Israël, c'est un acteur qui est un peu un acteur incontrôlable, Israël. C'est quand même un acteur qui, s'il rentre là-bas, il va faire ce qu'il a envie, il va plus écouter personne, puisqu'on va rentrer dans une escalade. Donc Israël, tout le monde a peur d'Israël. Même Donald Trump, quelque part, a peur de faire rentrer Israël, parce que c'est pas un petit acteur qu'on fait rentrer. Une fois qu'on a fait rentrer le loup dans la bergerie, Israël va agir suivant ses propres intérêts. Alors donc on est dans une situation, en tout cas ce qui est sûr, c'est ce qu'a dit Abraham, et ça c'est très très important, Israël a gagné dans sa force de dissuasion face aux différents acteurs. C'est vrai pour l'Iran, et c'est vrai pour un autre acteur dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui est très très important, qui est la Turquie. Priorité évidemment en direct, on va rejoindre la Maison Blanche, puisque on le disait à l'heure à laquelle on parle, vous le voyez, il y a Donald Trump qui a reçu et qui reçoit en ce moment même dans le bureau Oval Joseph Aoun, le président libanais. C'est la première fois depuis 20 ans qu'un chef d'État libanais n'avait pas été accueilli à la Maison Blanche par le président américain. Pour l'instant, ils sont donc face aux journalistes, ils répondent à quelques questions et vraisemblablement il va y avoir ensuite l'entretien en tête-à-tête entre les deux homologues. Évidemment, on en parle puisque ces images sont donc en direct de la Maison-Blanche à Washington. Un entretien important puisque ça intervient donc après la conclusion de cet accord entre Beyrouth et Jérusalem sous la médiation, on le sait, des États-Unis. On va donc continuer à parler du Liban. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet entretien vis-à-vis d'Israël, peut-être Myri? Qu'est-ce qu'on peut attendre donc de cette rencontre entre Joseph Aoun et Donald Trump qui se fait donc en ce moment même en direct? Il est clair qu'il vient avec un agenda, le président libanais. Il veut évidemment le retrait des troupes israéliennes du sud Liban. Alors attention, il ne veut pas immédiatement. C'est important de le souligner. Pour Aoun, l'importance aujourd'hui, c'est de stabiliser son pays, que ce soit d'un point de vue politique ou militaire. Et pour cela, il a encore besoin des troupes israéliennes au sud Liban, parce que sinon le Hezbollah reprendra le dessus. Et le Hezbollah, c'est son plus grand ennemi à ce gouvernement libanais aujourd'hui. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est un retrait des troupes israéliennes pour que l'armée libanaise puisse, elle, se renforcer et prendre... Enfin, au moment où l'armée libanaise se renforcera, elle pourra prendre la place de l'armée israélienne. Et il veut aussi des garanties que le Hezbollah soit démilitarisé. C'est important parce que ce sont des objectifs que n'avait pas le gouvernement libanais jusqu'à aujourd'hui. Et s'il est reçu à la Maison-Blanche, c'est bien parce que il a montré patte blanche vis-à-vis du président américain et il a garanti que la volonté aujourd'hui du Liban, c'est de se débarrasser du colonisateur étranger qui est Téhéran, le régime iranien, qui s'est implanté avec évidemment son satellite, qui est pour nous un satellite, le Hezbollah, mais qui est un facteur étranger au sein même de la population libanaise. D'ailleurs, les Libanais, même chiites, sont de plus en plus nombreux, pas tous, mais de plus en plus nombreux, à dire qu'ils n'en veulent pas de cette emprise du régime des Mollahs et du Hezbollah. Donc, on imagine que la discussion va beaucoup tourner, évidemment, autour de cet accord cadre avec Israël. Donald Trump a tout essayé pour que Benjamin Netanyahou puisse se joindre à cette rencontre. Pour l'instant, le président libanais n'est pas prêt à cela. D'abord, il faut savoir que rencontrer ou discuter avec un Israélien, c'est toujours interdit par la loi au Liban. Donc, il serait illégal de le rencontrer. Et deuxièmement, parce qu'il doit aussi calmer une certaine partie de la population libanaise qui n'est pas encore prête à accepter une paix avec Israël. Ils sont prêts à un cessez-le-feu, ils sont prêts au départ du Hezbollah, mais pas encore à serrer la main des Israéliens. Donc on imagine bien qu'il va y avoir la suite de la mise en œuvre du plan cadre entre Israël et le Liban. Dov Maimon, vous êtes d'accord? Vous pensez que ça montre une bonne volonté de la part du gouvernement libanais, notamment de Joseph Aoun? Une très bonne analyse de Myri, je remercie, parce que c'est vraiment ça. C'est encore une fois une bonne nouvelle pour Israël. Bon, la situation est très très délicate dans tout le Proche-Orient, mais là c'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on avance vers quelque chose. Pour l'instant, le Liban n'a pas les capacités réellement de mettre dehors le Hezbollah, mais il est quand même, et il ne veut pas qu'Israël occuperait une partie du Liban, donc il aimerait bien qu'Israël se retire complètement du sud Liban, mais ça doit se faire par étapes. Israël, normalement, n'a pas d'intérêt à occuper le sud Liban,
puisqu'aujourd'hui, il y a des drones qui peuvent arriver de très loin. Ça ne sert pas vraiment grand-chose à part des tunnels. Mais on a une situation qui avance dans le bon sens. Voilà. Ce que je dirais, si je devais terminer, Océane, c'est qu'on avance quand même dans le bon sens. On avance dans le bon sens. Et le travail de Donald Trump, pour une fois, là, il est vraiment bien, puisqu'il fait vraiment le rapprochement, la construction de la confiance, tel qu'on a l'habitude de le faire dans les négociations géopolitiques. Et comme avait dit un jour Miri, peut-être qu'on ira prendre notre café à Beyrouth, sur la plage. Peut-être, qui sait, et ça intervient alors que l'armée libanaise, elle a commencé à se déployer, notamment à Zatar al-Garbieh, c'est dans la région de Nabati, un déploiement après le retrait des forces israéliennes de cette localité du sud du Liban, un mouvement qui s'inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme pilote conclu entre Israël et le Liban avec le soutien des États-Unis. Tsahal qui avait annoncé hier aussi le lancement de ce dispositif dans plusieurs zones du sud du Liban, là encore en coordination avec le CENTCOM, le commandement central des États-Unis. Avraham, vous pensez que réellement l'armée libanaise peut désarmer le Hezbollah ? Je ne crois en rien que l'armée libanaise puisse désarmer le Hezbollah. Je crois qu'elle peut même pas se défendre elle-même contre le Hezbollah. Donc on ne peut pas faire confiance à l'armée libanaise pour défendre le nord du pays ou Israël. Donc Tsahal doit rester dans le sud du Liban jusqu'au moment où le Hezbollah n'aura plus d'armes. Mais ça, c'est une illusion. Je pense que ça ne se fera pas aujourd'hui ou demain. Je dirais quand même deux mots. Un, sur Joseph Aoun, le président, courageux et lucide. C'est très bien. Deux, moins il y aura d'intermédiaires, mieux ça ira. Ni des Macron, ni des Trump. Il faut qu'ils parlent entre eux en direct. Et regardez, depuis qu'ils parlent en direct, ça avance. Et c'est la meilleure des choses. Mais Tsahal ne peut pas faire confiance ni à l'armée libanaise, ni à personne d'autre pour défendre ses habitants, c'est-à-dire nous, les Israéliens. Donc une paix possible sur le long terme, on y croit entre Beyrouth et Jérusalem. Oui, on peut en parler, mais pas encore. Pas tout de suite, il va falloir encore un petit peu de temps. Alors on revient sur le dossier de l'Iran, puisque vous le disiez un petit peu plus tôt, Dov, la République islamique d'Iran a donc déplacé des centrifugeuses vers les installations souterraines, notamment de Pickaxe Mountain. Matthew Winding, on vous retrouve depuis notre salle de rédaction. Alors c'est le Wall Street Journal qui s'est entretenu notamment avec des officiels du renseignement israélien et qui a fait ces révélations. Bonsoir Océane, il s'agirait de milliers de centrifugeuses destinées à enrichir de l'uranium. Selon les sources citées par le Wall Street Journal, la République islamique d'Iran reconstituerait son programme nucléaire. Le quotidien américain révèle qu'après l'opération Éveil du Lion en juin 2025, le régime iranien a commencé à stocker ces centrifugeuses dans le site de Pickaxe Mountain. Pickaxe Mountain est un site souterrain fortement fortifié, constitué de tunnels creusés dans le granit à une profondeur comprise entre 90 et 150 mètres sous terre, bien plus profond que les sites d'enrichissement nucléaire iraniens de Natanz et Fordo que les États-Unis et Israël ont bombardés à l'été dernier. Le site, situé à quelques kilomètres de Natanz, ne serait pas encore achevé, mais pourrait devenir un site nucléaire. Les travaux ont commencé en 2020. Le site de Pickaxe Mountain pourrait aussi accueillir les centrifugeuses provenant du site initial de Natanz. L'installation pourrait également servir à l'assemblage d'une arme nucléaire. Il n'y a toujours pas de réponse définitive à ces questions. Donald Trump a déclaré il y a 8 jours à l'animateur de radio UA8 que les États-Unis allaient prendre Pickaxe Mountain. Le président des États-Unis parle de tirs énormes sur le site. On le rappelle, le complexe souterrain est jugé extrêmement difficile à détruire. La République islamique d'Iran n'a fourni à l'Agence internationale pour l'énergie atomique aucune information sur ses projets concernant le site de Pickaxe Mountain et le régime iranien refuse les inspections de l'AIEA. Merci beaucoup Mathieu, en direct de notre salle de rédaction. Avraham, ça montre que finalement l'Iran n'a pas du tout renoncé à son programme nucléaire. Mais elle n'a pas l'intention d'y renoncer. D'abord, elle ne va pas lever le drapeau blanc. C'est des chiites, ils ne vont jamais se rendre. Et Trump pourra taper même encore 1 an, ils ne se rendront pas. Ils ne vont pas dire on arrête, s'il vous plaît, arrêtez. Pas du tout. Et n'oubliez pas, pourquoi on a démarré cette guerre ? C'était par rapport au nucléaire. Le nucléaire, c'est dangereux pour Israël, mais c'est dangereux pour tous les pays aux alentours et même pour l'Europe. Donc, c'est sûr qu'elle ne va pas, à part faire tomber le régime, comme Dov l'a dit, je ne vois pas aucune issue. Ça sert à quoi des accords ? C'est des accords de capitulation par rapport à la peur, pour faire penser que les ayatollahs ne vont pas continuer dans leur programme. Et même par rapport au peuple iranien, je le répète. Comment 90 millions d'Iraniens sont soumis aux ayatollahs et l'Europe et l'Occident baissent la tête en disant non,
essayons de trouver un accord. Je trouve ça un peu désolant. Oui, rapidement, juste, ils déplacent cet uranium parce qu'ils le mettent dans une base souterraine qui est beaucoup plus difficile d'accès. Alors déjà que c'était compliqué pour l'aviation américaine et israélienne d'arriver à Natanz, par exemple, là, ça sera encore plus compliqué. Et ce qu'ils espèrent, les Iraniens, c'est que ça empêche évidemment qu'on atteigne, que ce soit d'ailleurs les Américains ou les Israéliens, cet uranium enrichi dont il ne va absolument pas se séparer. Il ne faut pas se leurrer, hein, la République islamique d'Iran ne veut pas se séparer de son uranium enrichi. C'est une garantie de survie pour ce régime iranien. Et c'est un vrai problème. Israël alerte depuis toujours. Et là, la preuve est devant les yeux. On attend évidemment une réaction des Occidentaux et de l'Union européenne notamment, une réaction qui ne vient pas. On peut les attendre en effet longtemps. On marque une courte pause. On revient dans un instant pour la seconde partie des décrypteurs. Restez avec nous, à tout de suite sur i24 News. L'Égypte se dote de son Pentagone, une nouvelle ère de puissance militaire. Voici l'Octagone, le nouveau cerveau militaire de l'Égypte. Un complexe plus vaste encore que le Pentagone américain. Implanté dans le désert, au cœur de la nouvelle capitale administrative, ce centre de commandement stratégique s'étend sur environ 90 km². Surnommé le cerveau numérique de l'Égypte, il mobilise intelligence artificielle et cybersystèmes de pointe pour réunir armée et services de sécurité sous un même toit. Ce complexe fortifié a été conçu pour garantir la continuité de l'État et éviter des crises comme le siège des bâtiments gouvernementaux en 2011. Mais le projet suscite la critique, alors que l'Égypte affronte une inflation galopante et une crise économique sévère. Ses détracteurs dénoncent le choix d'investir des milliards dans un symbole de puissance high-tech plutôt que dans l'éducation ou la santé. L'Octagone, nécessité stratégique ou projet de prestige hors de prix, l'Égypte a désormais un nouveau centre du pouvoir qui soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Le Magen David Adom présente Amir en concert à Tel Aviv. Le 20 août 2026, au profit des secouristes du MDA. Infos et réservations sur www.mda-france.org. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News. Besoin d'être toujours connecté à l'actualité? Reportages, débats, interviews, analyses d'experts. Accédez à tous nos programmes où que vous soyez depuis votre téléphone, votre tablette ou votre Smart TV. Partout, tout le temps, avec l'application i24 News, retrouvez la chaîne en direct et en replay, les articles et analyses. Alors ne perdez pas une minute, téléchargez dès maintenant l'application i24 News. Chaque semaine, retrouvez le meilleur des 4 chaînes réunies dans une seule émission. Le point d'abord en image. More details in this report. Un regard original au croisement des langues et des cultures. Le magazine de la rédaction, c'est le meilleur d'i24 News, sélectionné pour vous. Tous les jeudis sur i24 News.
Merci de nous retrouver pour la seconde partie des décrypteurs, toujours en compagnie de Miri Maman, Avraham Azoulay et Dov Maimon. Tsahal a éliminé un responsable des opérations du Hamas impliqué dans le 7 octobre. Il s'agit d'Adam Ibrahim Saban Nasman, chef du département des opérations de la brigade de Gazaville de l'organisation terroriste. Selon les autorités israéliennes, il avait dirigé l'infiltration de terroristes du Hamas lors des attaques du 7 octobre. Il avait aussi participé à la détention de plusieurs otages. D'ailleurs, son élimination a fait réagir notamment Émilie Damari, qui a été détenue dans la bande de Gaza. Ce monstre brûle désormais en enfer. Vous voyez son message qu'elle a publié dans les réseaux sociaux. Tant de terroristes brutaux que nous avons rencontrés aspiraient à lui ressembler. Ils étaient tous mauvais, certains à des postes élevés, d'autres à des niveaux inférieurs. Désormais, ils ne parlent plus de nous au téléphone. Ils brûlent ensemble dans les flammes de l'enfer. Avec l'aide de Dieu, d'autres les rejoindront. Fin de citation. Et l'armée israélienne a construit une barrière de plus de 23 km de long, le long de la ligne jaune dans la bande de Gaza. Selon des images satellites, vous le voyez, eh bien on voit cette barrière de terre qui s'étend du nord de la bande de Gaza vers le sud. L'armée israélienne qui a confirmé l'existence de cette barrière, précisant qu'elle est érigée à l'intérieur d'une zone de sécurité le long de la ligne jaune. Et selon Tsahal, cette infrastructure vise à empêcher les infiltrations de terroristes et à protéger les localités israéliennes situées à proximité de la bande de Gaza, ainsi que la protection aussi des soldats qui sont déployés dans le territoire palestinien. L'armée qui souligne qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle frontière. Est-ce que vous pensez, Avraham peut-être, est-ce que vous pensez que l'armée israélienne, Tsahal, doit rester dans la bande de Gaza pour assurer la sécurité d'Israël ? C'est exactement comme le Sud-Liban. On ne peut pas faire confiance ni au Hamas ni au Hezbollah, c'est le même combat. Donc, alors je crois que vous avez un petit problème de micro. Dov, vous allez prendre le relais, on va gérer ça. Dov, est-ce que vous pensez que donc l'armée israélienne... Alors voilà, donc Israël pour l'instant, sortir complètement, immédiatement, à long terme, c'est pas vraiment... ce serait bien qu'Israël puisse sortir de Gaza, comme elle peut sortir du Liban, et qu'on arrive à une situation plus pacifiée, plus calme. L'important pour Israël, c'est évidemment la sécurité de ses citoyens. Ce n'est pas ni d'occuper le Liban, ni d'occuper Gaza. Israël a besoin de garantir cette sécurité. C'est là le droit de tous les États au monde de protéger leurs citoyens. Et c'est un devoir qu'on doit envers ses citoyens. C'est le contrat social qui existe dans les contrats. Donc, si Israël doit diviser de Gaza avec un mur au milieu et que ça doit garantir sa sécurité, eh ben, ça a deux fonctions. D'une part, expliquer à tous ceux qui sont les ennemis du peuple juif et d'Israël que Israël n'a pas l'intention de se faire marcher sur les pieds et on fera ce qui est nécessaire. Ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Vous trouvez que c'est pas sympa, c'est pas sympa. Ouais, c'est vrai, c'est pas sympa. On n'est pas ici pour faire plaisir aux gens. On est là pour garantir notre sécurité. On est totalement dans le droit international. On a le droit de protéger nos citoyens. Alors on va protéger nos citoyens et on espère le faire le moins mal possible. Et la prochaine personne qui touche à un cheveu d'un Israélien ou d'un Juif, il doit s'attendre aussi à ce qu'il arrive. On a vu que grâce à l'Iran, face à l'Iran, on a aussi cette idée-là de la capacité de dissuasion d'Israël. C'est quelque chose d'important à passer au monde entier. Je crois que c'est aussi un message qui doit arriver par-delà les frontières d'Israël à l'ensemble du globe terrestre. Avraham, deuxième chance. Deuxième chance. Je disais que Hamas et Hezbollah, c'est la même chose. Donc, Sud-Liban ou Gaza, occuper toutes ces parties sur la terre de Gaza ou sur la terre du Liban, c'est une question de sécurité, comme il l'a dit. Mais ce qui est surprenant dans la liste là, de ce que vous avez dit, c'est que tous les jours, on entend qu'on a liquidé un ou plusieurs terroristes qui ont fait le pogrom du 7 octobre. En fait, on peut faire un parallèle avec ce qui s'était passé, même si c'est en plus grand, à Munich en 72, quand Golda Meir, avec Septembre Noir, elle a dit les 11 athlètes qui ont été tués, qui ont été massacrés, il faudra les venger. Et c'est ce qui se passe tous les jours. On venge ce qui s'est passé au pogrom du 7 octobre. Et c'est très bien. Comment ça s'appelle ? C'est l'opération Nili. Voilà, l'opération Nili. Nili. De Tsahal qui a été mise en place après le 7 octobre. Je trouve que ça aussi, ça fait partie de cette dissuasion. On ne fait pas juste parler, notre réputation est vraie. Alors, je ne parlerai pas de vengeance.
Alors effectivement, on a Moi, je désir parle de vengeance. Je vais vous répondre. Non, si non, vous voulez bien. Merci. Je voudrais pas parler de vengeance parce que le fait d'éliminer les terroristes responsables du 7 octobre, du plus petit au plus grand, comme l'a dit très bien Émilie Damary, ça n'est pas uniquement parce qu'on est très fâché de ce qui s'est passé et qu'on veut absolument dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Non. C'est aussi parce que les responsables du 7 octobre sont capables de refaire un 7 octobre demain. Pas capables dans le sens puisque ça allait là aujourd'hui, mais idéologiquement de le refaire. Et donc, c'est éliminer une menace qui a déjà existé, qui est passée à l'action et qui pourrait passer demain à l'action. Ça veut dire éradiquer tous ceux qui ont déjà traversé cette frontière ou qui ont préparé ces pogroms et ces massacres, et pour éviter qu'ils puissent, de leur expérience, utiliser cette expérience pour reproduire le même schéma. C'est au-delà de la vengeance, c'est une stratégie pour le futur, et ça aussi pour la reconstruction des survivants du 7 octobre, les ex-otages, mais aussi ceux qui ont vécu ce pogrom, et même au-delà, les Israéliens qui étaient ici en Israël, même s'ils n'étaient pas à la frontière, et même, je vais aller plus loin, pour les Juifs du monde entier, savoir que les responsables sont traqués, retrouvés et qu'ils n'existent plus, c'est une manière aussi de pouvoir respirer et de se dire « aujourd'hui, le monde est meilleur qu'hier ». De mettre un pansement. Et on va changer complètement de sujet. Il y a une nouvelle plainte qui a été déposée contre un Israélien alors qu'il était en vacances à Belgique. Myri, vous allez nous en parler. La procédure a été lancée par la Hijab Foundation qui accuse de crimes de guerre. Oui, alors vous dites que c'est pas tout à fait lié, mais c'est tout à fait lié à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Alors c'est une association anti-israélienne. On aime à dire pro-palestinienne, je dirais très clairement anti-israélienne, c'est son objectif. Elle affirme, cette association, avoir identifié un jeune homme au festival du musique Tomorrowland, un ancien soldat qui aurait servi dans une unité déployée à Gazaville et à Rafah entre octobre 2023 et novembre 2024. C'est tout à fait possible. Hein. Ce sont des soldats qui, une fois libérés, voyagent à travers le monde, puisque je rappelle quand même que c'est une armée du peuple, Tsahal, c'est-à-dire que les Israéliens font l'armée. Ça peut être votre fils, votre mari, votre sœur. Et donc cette association accuse ce soldat d'avoir participé à de possibles crimes de guerre et demande à la justice belge de l'empêcher de quitter le territoire, c'est-à-dire de l'arrêter et de le sanctionner. Alors ce n'est pas la première fois que cette association agit en Belgique. L'année dernière, déjà 2 soldats israéliens démobilisés se sont rendus dans ce même festival, un énorme, le plus grand festival d'Europe de musique électro. Ils avaient bien été interpellés par la police belge parce qu'elle est dans l'obligation de le faire quand elle a sous la main ces personnes-là. Ils ont été très vite relâchés, il faut bien le savoir. D'autres procédures ont été lancées, on s'en souvient, au Brésil, au Canada, en Italie, au Portugal ou encore aux Pays-Bas. Ils multiplient, ils disent que c'est à travers la planète qu'ils vont traquer les soldats israéliens et ceux qu'ils considèrent comme des criminels de guerre. Et justement, que risquent ces Israéliens qui sont visés par ces plaintes ? Pas grand-chose. Voilà, en tout cas, en Belgique, pas grand-chose. Concrètement, une plainte ne signifie pas une arrestation, une condamnation. Elle peut entraîner une enquête, on l'a vu, une garde à vue peut-être, une arrestation une garde à vue de 24 heures ou de quelques heures, ça c'est possible, mais c'est très 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 rare, il faut savoir. En fait, tout dépend de la justice et du système judiciaire en place. En Europe, les pays européens qui ont signé avec la CPI n'ont aucune autorité sur des crimes de guerre, donc ils ne peuvent rien faire avec ce genre de plainte. Rien, et surtout pas quand il s'agit de soldats qui ne sont pas des décisionnaires. Donc ça, c'est une première chose. Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre ces soldats israéliens internationaux comme il y en a contre Benjamin Netanyahou ou Yoav Gallant. Et là, évidemment, nous ne sommes pas d'accord avec ce mandat d'arrêt, mais il existe, et donc ces pays-là pourraient arrêter Benjamin Netanyahou. Le risque le plus immédiat, c'est de finalement mettre des bâtons dans les roues à ces soldats ou ces jeunes Israéliens qui partent à l'étranger, qui veulent passer des vacances, à les obliger à fuir comme ce soldat qui a dû partir. Enfin, c'est pas des soldats en uniforme, ils sont démobilisés, ils sont en permission, ou ils ont fini leur service militaire. Il a dû fuir le Brésil vers l'Argentine dès qu'il a su qu'il y avait l'ouverture d'une enquête, parce qu'au Brésil, il risquait la prison, effectivement. Alors qu'il voulait juste passer, en effet, des vacances et respirer un peu. Qu'est-ce qu'on sait de cette organisation, de cette fondation belge ? In Rajab, pour être précis. Alors, l'association a été créée en Belgique
en 2024. On sait que la Belgique est une terre d'accueil pour ce genre de personnages. Elle porte le nom d'une fillette palestinienne tuée à Gaza. Sa mort a été attribuée à Israël par les pro-palestiniens. La fondation revendique ouvertement son objectif, mettre fin à ce qu'elle qualifie de l'impunité israélienne dans les crimes de guerre. Alors l'association s'appuie sur les réseaux sociaux pour identifier des soldats. C'est pour ça que Tzahal n'arrête pas de dire aux soldats israéliens qui partent en permission de ne pas poster leur présence, d'abord de ne pas poster des photos en uniforme sur les réseaux et de ne pas poster non plus où ils se trouvent et à quel moment quand ils sont à l'étranger. Alors il faut savoir que ces dirigeants sont controversés, ils sont tous les deux liés à l'organisation du Hezbollah. C'est-à-dire, il y en a un qui a toujours défendu le Hezbollah et il est soupçonné par Israël, qui a apporté des preuves d'ailleurs de son appartenance, de son militantisme quand il était au Liban au sein de l'organisation terroriste. Et le second aussi soutient le Hezbollah, ça n'a rien d'étonnant, ce sont des Belgo-Libanais. Ils ont trouvé refuge en Belgique. Il faut savoir que cette association est très très active sur les réseaux sociaux et encore une fois, on prévient les Israéliens de ne poster jamais des photos de vous en uniforme. Triste réalité. Tout ça, ça se passe donc en 2026. Abraham, vous voulez réagir ? Oui, ça fait partie de la propagande en Europe anti-israélienne et qui se rajoute, même si vous dites qu'il n'y a rien dans les faits, mais ça c'est un cumul. Et le message, il est clair. Ça veut dire qu'un soldat d'Israël qui défend son pays et son peuple est un assassin. Et le message passe comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'incidents pour des Israéliens quand ils sont en Europe et qui se font attaquer comme s'ils étaient des assassins. Vous vous rendez compte de ce message ? Dov, ça témoigne aussi un petit peu de la politique de certains pays européens vis-à-vis d'Israël, de ce climat. Alors, on peut parler il y a d'abord un mouvement qui vient de la société civile, pas seulement des États. Et c'est un mouvement où, si on prend un peu d'auteur, on s'aperçoit on est qu'au début d'un mouvement qui a l'intention de dire que tous les Israéliens sont des criminels, vont être singularisés et sont dans la ligne de mire de tous les ennemis d'Israël. Et puis, ensuite, ça va s'élargir aussi aux Juifs. On va le voir d'ailleurs dans les quelques minutes qui suivent. Maintenant, vous allez voir que c'est ce qu'on appelle les sionistes. C'est un terme générique qui veut dire les ennemis de l'humanité, ceux qui empêchent que le monde serait heureux et que tout le monde serait heureux, qu'il n'y aurait plus de problèmes sur la terre. C'est un peu comme dans la théologie chrétienne. Et puis derrière, il y a évidemment des États. Des États qui manquent de courage politique, des politiciens qui manquent de courage politique et qui, eux, vont céder à toutes sortes de chantages. Et puis, mais il y a derrière des organisations extrêmement structurées, extrêmement financées, avec des acteurs étatiques qui sont derrière et qui font avancer ces objectifs. Et normalement, le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. On devrait justement arrêter cette organisation d'une manière ou d'une autre. Ça finira par arriver. Il y a un travail qui se fait. Il y a des gens qui sont actifs un peu partout dans le monde pour faire avancer ce genre de choses. Il s'agit d'un grand mouvement. Il s'agit de quelque chose qu'il faut vraiment garder les yeux ouverts, là, vraiment pas du tout fermer les yeux. On est en train de faire un grand mouvement. Ce n'est pas seulement les Israéliens, c'est tous les Juifs qui sont visés. Et peut-être même tous les amis des Juifs. Donc on appelle une coalition mondiale de gens qui sont pour la liberté, pour la démocratie, qui doivent se mettre aux aguets et sur le qui-vive. Je voudrais donner quand même une note un peu plus d'espoir, parce que en entendant Dov, je commence à trembler. Je ne sais pas si je vais retourner en France. Mais je parle beaucoup sur Facebook, dans les réseaux, avec des non-juifs. Et beaucoup de non-juifs de France, de Belgique, d'ailleurs, même d'Afrique, qui parlent français, me disent « on aime Israël, on aime votre courage, on reconnaît qu'au moins des soldats qui défendent leur pays, c'est rare, parce qu'on ne le voit plus, vu que les États se soumettent, ont peur ou capitulent. Donc, ne croyons pas qu'en fait, il y a ces organismes pro-palestiniens ou d'extrême gauche, des États qui ne veulent pas faire trop de problèmes et qui ferment les yeux, mais l'ensemble du peuple, en France en particulier, avec qui je communique et tout ça, n'est pas automatiquement anti-israélien. C'est pas que je cherche à défendre les Français, les Belges ou quoi, mais c'est pas tout le monde est anti. Non, il y a, on dit en hébreu gam vegam, il y a ça et ça.
Il y a les deux. Et c'est aller plus loin, cette fois en Italie, puisqu'un formulaire a été mis en ligne sur les réseaux sociaux et dans certains groupes de messagerie, vous le voyez, pour signaler la présence de juifs, d'Israéliens ou de personnes supposées liées aux sionistes, que ce soit dans les hôtels, dans les locations de vacances, dans des Airbnb, des commerces et autres établissements, présentés comme un outil destiné à cartographier le tourisme sioniste, je cite. En Italie, eh bien, cette initiative invitait donc également à signaler des achats immobiliers et ce qu'elle qualifiait de néocolonisation sioniste du pays. Ce formulaire a depuis été retiré d'Internet après l'intervention du commissaire italien chargé de la lutte contre l'antisémitisme. Les représentants de la communauté juive dénoncent une dérive rappelant les persécutions fascistes. Dov, c'est ce que vous disiez, là c'est carrément aller plus loin en Italie. Voilà, on commence à voir les premiers signes, mais comme l'a dit Avraham, évidemment, on peut s'attendre à un backlash, on peut retrouver un retour de kick, parce que ça devient vraiment insupportable, parce que derrière cette position de vouloir scruter, de surveiller tout ce qui se passe partout, et d'accuser les gens d'un sionisme, ça veut dire évidemment, on peut tout mettre dedans, ça ressemble à une acquisition, ça ressemble à des choses absolument terribles. Et il est possible, on le voit monter, on le voit en France avec la montée notamment de l'extrême droite en France ou dans d'autres pays, qu'à un certain moment, là, on dépasse les bornes de tout ce qui était acceptable comme un mouvement qui se revendique comme humanitaire et contre le génocide, parce qu'évidemment, on ne parle que d'Israël, parce que tous les autres génocides, tous les autres attaques dans le monde, tous les autres endroits où il y a des massacres, que ce soit les Ouïghours chinois, on n'a jamais vu qu'on critique les Chinois ou qu'on arrête un artiste chinois ou ou des artistes chinois de chanter ou des films chinois. Non, tout ça, ça n'a pas important. Il n'y a qu'une obsession avec géométrie variable contre Israël et contre le peuple juif. Il va falloir se mesurer avec ce genre de choses, et puis on va y arriver. Je voudrais juste dire que cette initiative, qui est terrible, a été dénoncée, a été retirée, et que ce n'est pas une initiative d'une autorité publique italienne, du gouvernement, même une autorité locale. Ce sont des personnes privées qui ont décidé d'ouvrir cette liste. Il y a eu évidemment des gens qui y ont participé, puis des gens qui ont dénoncé, et ça a été retiré. C'est important de le dire parce qu'on a toujours l'impression, on dit en Italie, scandale. Il faut savoir que ces initiatives-là ont toujours existé, c'est pas depuis le 7 octobre. C'est-à-dire des initiatives pour s'en prendre aux Israéliens, aux sionistes, aux Juifs, ça a toujours existé. Ça a pris de l'ampleur depuis le 7 octobre parce que ça a été instrumentalisé par les ennemis d'Israël et notamment par des financements iraniens. On le sait aujourd'hui que l'Iran est derrière aussi cette propagande anti-israélienne, antisémite à travers la planète et en Occident. Mais c'est important aussi de dire que c'est comme cette association Indrajab. Vous allez en Belgique, il n'y a pas, je vous mets ma main à couper, que quasiment aucun Belge n'a jamais entendu parler de cette association. C'est pas une association qui a pignon sur rue dans le sens où les Belges la soutiennent, cette association. Non, elle fait des dégâts parce qu'elle est hyper organisée, qui savent exactement le travail qu'ils font, comme ici cet appel à dénoncer, parce que c'est ça, à dénoncer les Juifs, les Israéliens et les proches des sionistes, c'est-à-dire les amis d'Israël et des Juifs. Ce sont si vous voulez, des personnes privées qui le font. Et justement, le fait que le gouvernement italien, très vite, demande à retirer, et ouvre une enquête aussi et demande à retirer ce formulaire, ça montre que l'Italie et Rome prend le problème assez au sérieux ? Alors, tous les pays européens prennent au sérieux. Le problème, c'est leur définition de l'antisémitisme. Parce que c'est l'antisémitisme qui est interdit. Parfois, l'antisionisme ne l'est pas parce qu'il n'est pas assimilé à l'antisémitisme. Mais ici, l'erreur... Pardon, je vais pas, mais ils ont fait une erreur, c'est de mettre tout le monde dans le même package, de parler des Juifs, des sionistes et des Israéliens, ce qui est interdit évidemment par la loi en Italie, comme en Belgique, comme en France, de lister des gens en fonction de leur nationalité ou de leur religion, c'est interdit. C'est du racisme ou de l'antisémitisme quand c'est des Juifs. Donc, ils ont fait une erreur, ils n'ont pas été assez subtils. Par contre, il y a des antisémites qui sont extrêmement subtils et qu'on n'arrive jamais à condamner comme étant des personnes antisémites. En tout cas, évidemment, ce formulaire a donc été retiré du site Internet de l'Italie. On passe à la France. Est-ce que le pays pourrait être le premier pays européen à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Eh bien, les parlementaires étudient en ce moment cette réforme. On va prendre la direction de nos studios parisiens où nous attend notre correspondante, Anna Papiachvili. Anna, bonjour. Alors, si cette réforme est votée, elle pourrait s'appliquer dès la rentrée. Oui, le compte à rebours est lancé. Les parlementaires devraient adopter définitivement ce mardi ce texte qui interdit donc les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Emmanuel Macron a personnellement engagé sur cette réforme.
veut en faire aussi une mesure phare veut en faire une mesure phare de la fin de son mandat. Et il veut surtout mettre en place ce texte dès la rentrée de septembre. L'objectif, c'est de protéger la santé mentale des plus jeunes. Donc, dès le 1er septembre, les jeunes ne pourront plus créer de nouveaux comptes sur ces différentes plateformes comme Facebook, TikTok ou encore Instagram. Pour les comptes existants, l'interdiction s'appliquera à l'expiration d'un délai de 4 mois, soit le 1er janvier 2027. Alors, le texte ne détaille pas comment les plateformes devront vérifier justement l'âge des utilisateurs. Il reviendra à ces mêmes réseaux sociaux de mettre en place un dispositif de vérification d'âge, voire plusieurs simultanément, et le choix sera laissé donc à ces grands groupes. Les grandes plateformes sont à mon sens largement prêtes. Voilà ce qu'a déclaré la députée Renaissance, rapporteure de ce texte, Laure Miller. Parmi les outils qui sont à leur disposition, il y a France Connect, cite la députée, ou encore DocaPost, qui dispose de l'âge de 95% des enfants français via les espaces numériques de travail des différents établissements scolaires. Ce texte, il prévoit aussi l'interdiction du téléphone portable au lycée, comme c'est déjà le cas dans les écoles et les collèges. Évidemment, des exceptions pourront être prévues par le règlement intérieur de l'établissement. Et on suivra donc ce vote et cette réforme. Ça se fait en ce moment à Paris. Merci beaucoup, Anna, pour vos précisions. Myri, Israël a songé aussi cette. Songe toujours. Il y a une commission parlementaire qui se réunit pour en discuter. Il n'y a pas eu de décision. L'idée, c'est d'interdire au moins de 13 à 16 ans. Ça dépend des textes qui ont été proposés. Certains parlent de moins de 13 ans, d'autres moins de 16 ans. Cet accès aux réseaux sociaux. Maintenant, on a un laboratoire, c'est l'Australie, qui a interdit effectivement. Ça ne marche absolument pas. Faut le savoir, donc c'est important de le dire aussi que cette loi n'empêche pas les jeunes d'utiliser les réseaux sociaux. Ils trouvent toujours une entourloupe, ils sont bien meilleurs que nous d'ailleurs. Et comment on vérifie l'âge, par exemple? Après, il y a des choses qui sont ils doivent mettre leur carte d'identité, leur numéro de carte d'identité. Donc il y a moyen de vérifier pour pouvoir ouvrir. En Israël, ils misent beaucoup sur le contrôle parental, ils espèrent en tout cas. Il y a des outils qui existent pour empêcher les enfants. Je vais prendre un exemple personnel. Mes enfants, jusqu'à un certain âge, je contrôlais. Ils voulaient publier quelque chose, il fallait qu'ils aient mon autorisation. Ça arrivait sur mon téléphone, donc je pouvais vérifier. C'est exténuant. On peut pas gérer comme ça. Je connais d'autres personnes qui ont complètement interdit certains réseaux sociaux jusqu'à un certain âge à leurs enfants. Ils y vont quand même chez leurs copains sur le téléphone. C'est extrêmement compliqué, mais on comprend le danger de ces réseaux sociaux, la pression sociale, le harcèlement, le fait qu'on ne vive que... D'ailleurs, on parle de propagande, et la propagande se propage sur les réseaux sociaux, on ne s'informe plus que sur les réseaux sociaux. On a l'impression d'avoir 1 million d'amis, on n'en a pas. On fait semblant d'être heureux, on ne l'est pas. Donc on connaît les dangers. Maintenant, est-ce qu'une loi va résoudre ce problème-là chez les jeunes? C'est pas si sûr. On verra donc évidemment si la France adopte. En tout cas, en Israël, on n'en est pas persuadé. En Israël, on pourrait plus facilement l'imposer pour une raison de sécurité. Si des enfants sont contactés par l'Iran ou par des groupes terroristes, c'est la liberté d'expression, la liberté. C'est très compliqué en Israël. Ça, au moins, on peut le faire plus imposer que harcèlement ou problème par rapport à d'autres choses. Je pense que ce serait bien pour nos enfants, mais c'est vrai que l'imposer, c'est très difficile. Reste à voir, en effet, si c'est véritablement, ça s'applique véritablement. Un mot et la suite du concert de Barbara Butch, on se rappelle, qui a été interrompu samedi soir à Grenoble. Le parquet de la ville a annoncé ce matin l'ouverture d'une enquête pour délit d'entrave concerté aux libertés. L'enquête, elle a été confiée au service local de la police judiciaire de Grenoble. Selon le procureur, je cite, le délit visé est passible d'1 an d'emprisonnement. On rappelle que la prestation de Barbara Butch, vous le voyez, a été interrompue après une vingtaine de minutes seulement du concert à la suite d'une manifestation militant pro-palestinien et de LFI. Il y avait même des bouteilles de verre et d'autres projectiles qui ont été lancés en direction de cette DJ français. Avram, vous vouliez réagir? Oui, par rapport à Barbara, je voudrais lui donner un conseil. C'est pas parce qu'elle va dire qu'elle n'aime pas le gouvernement d'Israël ou Netanyahou parce qu'elle les trouve un peu violents que ses détracteurs, ses pro-palestiniens vont plus l'apprécier. Pour eux, un juif, c'est un juif c'est Israël. Il n'y a pas de différence. Vous savez, le 7 octobre, à la Nova, les terroristes de Gaza, civils ou terroristes, enfin tous
étaient ensemble, n'ont pas demandé aux gens s'ils votaient à droite ou à gauche. Ils ont charcuté, ils ont violé, ils ont tout fait, ils ont enlevé. Donc, il faut arrêter de donner l'alarme à l'œil à nos détracteurs en leur disant « Je vous assure, j'aime Israël, mais j'aime pas le gouvernement de droite, il est trop extrémiste ». C'est pas ça qui va lui faire continuer ses concerts. Il vaut mieux s'assumer et qu'elle soit elle-même et elle réussira mieux. Dove ? C'est une affaire qui est très grave, en fait, parce que, comme elle le dit elle-même, être rejetée par les siens, c'est très terrible. Ça veut dire qu'elle a vraiment fait le maximum, elle est complètement honnête, c'est une personne d'une grande sensibilité humaine, c'est une personne qui essaye de dire des choses, qui essaye de passer des messages de paix. Elle a terminé son spectacle avec Imagine de John Lennon, on ne pouvait pas faire plus clair, et on a en face d'elle des fous furieux de la haine, des haineux qui envoient la haine et qui veulent pas du tout qu'elle existe, en lui prétextant toutes sortes de choses. Je crois qu'on a affaire vraiment à je crois que la situation, je crois même que la population française commence à en avoir un peu marre, et on voit quand même que justement le soutien à Mélenchon ne fait que baisser, et c'est un bon signe. Juste un mot, et là on voit que les autorités ont failli parce que la police n'est pas intervenue, n'a pas fait évacuer les manifestants et a laissé interrompre ce concert plutôt que de mettre dehors ceux qui les perturbaient. Alors que c'était en effet prévenu, et on savait depuis longtemps que notamment Alain Buisson appelait justement à cette manifestation, au boycott de cet artiste. C'est la fin de cette édition des Décrypteurs. Merci Myrim Amman, Avram Azoulay, Dov Maimon d'avoir été avec nous. La suite de vos programmes, évidemment, c'est l'info qui continue sur i24 News. Très belle soirée.